Voilà pour la partie économique. On répondra aux questions tout à l'heure si vous en avez. Sur la question maintenant de la sécurité et de la dignité plus globalement des personnes. Je veux que mes propos soient extrêmement clairs. Le maire n'a pas tous les pouvoirs. Le maire n'a pas pouvoir de donner des ordres au procureur de la République. Et le maire négocie avec le commissaire de police, mais ne donne pas des ordres au commissaire de police. Néanmoins, le Code des communes confère au maire un certain nombre de responsabilités en ce qui concerne ce que l'on appelle globalement la sécurité publique. Et le maire peut contribuer de plusieurs manières à cette question de la sécurité publique. Il peut contribuer en faisant les choses à minima et en disant « c'est pas de mon problème, c'est le problème de l'État, police et justice ». C'est la tendance, le discours qui a été tenu ces dernières années à Chambéry. C'était un discours qui était d'ailleurs très facile à tenir quand la municipalité était de gauche et que le gouvernement était celui de Nicolas Sarkozy. Vous avez pu constater que c'est un discours qui est moins facile à tenir depuis 2 ans. Et que là où il n'y avait pas de problème, il y a 2 ans encore, subitement on nous dit que ça justifie le classement en zone de sécurité, même si le ministre de l'Intérieur ne donne pas de moyens pour la zone de sécurité. Donc nous voulons, au niveau communal, assumer pleinement la responsabilité qui nous est donnée par le Code des communes. Ça veut dire que nous voulons d'abord agir en termes de prévention. Puisque la première étape, c'est bien de prendre les problèmes les plus en amont possible, et en essayant notamment sur des jeunes qui sont de plus en plus jeunes, parce qu'aujourd'hui l'essentiel des problèmes d'incivilité sont liés à des jeunes. Les maisons de l'enfance fonctionnent correctement. Et je dois dire, en leur rendant hommage, que depuis 6 mois, je n'ai entendu aucune critique sur le fonctionnement des maisons de l'enfance à Chambéry. Mais les maisons de l'enfance, elles concernent les enfants jusque vers 11-12 ans. En gros, jusque vers l'entrée au collège. Et puis, à partir de ce moment-là, les jeunes sont normalement pris en charge par des établissements comme la MJC, les centres socioculturels, etc. Force est de constater qu'aujourd'hui, ces établissements remplissent la mission qui leur est confiée vis-à-vis des jeunes, comment les qualifier, sans problème, suivis par leurs parents. Mais que ces institutions sont aujourd'hui en situation de fragilité vis-à-vis de jeunes qui n'ont plus le cadre familial satisfaisant derrière pour les structurer. Nous devons donc avoir une action coordonnée entre les différentes institutions qui peuvent s'occuper de prévention en faisant réellement fonctionner ce qui s'appelle le conseil local de prévention de la délinquance. Aujourd'hui, ce conseil existe. À Chambéry, il ne fonctionne pas. Il fonctionne au niveau intercommunal et encore fonctionne principalement sur les réquisitions du procureur de la République plus que sur la demande de la collectivité. Donc le premier point qui nous paraît important, c'est de conduire les actions d'une vraie politique de prévention, notamment vis-à-vis des publics les plus jeunes. Quand un gamin est rentré dans la délinquance à 17 ou 18 ans, c'est plus de la prévention dont il relève. Le gamin, il faut, excusez-moi du terme gamin d'ailleurs, il faut pouvoir l'accompagner, le remettre dans le droit chemin, là où ça crache, c'est-à-dire souvent quand ça accompagne un échec au niveau de la 6e, 5e. Je fais toujours ce lien avec l'école, enfin le collège, parce que le lien avec la scolarité est extrêmement important. Quand le gamin est mal dans sa tête au niveau de l'école, il a un problème de comportement souvent très vite à l'extérieur de l'école. Donc il nous faut faire ce lien, il nous faudra travailler avec les collèges et avec l'éducation nationale sur ces questions-là. Le deuxième échelon de notre politique, c'est que nous considérons qu'aujourd'hui, il existe des moyens et des technologies modernes, nouvelles, qui permettent de suivre et de prévenir. Vous avez compris, j'ai voulu parler là de la vidéosurveillance. À Chambéry, après des années de tergiversation, nous avons contribué avec Xavier Dulin, avec les collègues qui étaient élus de la minorité dans l'équipe sortante, dans le conseil municipal sortant, nous avons contribué à équiper la ville
de 14 caméras. Je dis contribuer parce que la majorité n'avait pas de majorité en son sein. Les Verts et les communistes, plus certains socialistes, considèrent que la mise en place de vidéos, c'est une atteinte aux libertés. Nous avons dû participer à la majorité pour mettre en place ce réseau de caméras. Le réseau de caméras tel qu'il fonctionne, il est largement insuffisant. Et tel qu'il fonctionne, il pose un problème de technologie. Même si il a par exemple contribué à régler, à faire avancer l'enquête dans le drame qui a marqué ce quartier au mois de septembre dernier. Mais avec des caméras qui sont passives, vous pouvez que lire les images après coup, sur réquisition du procureur et à la demande d'un officier de police judiciaire, pour essayer de faire avancer une enquête. Vous ne pouvez pas faire du suivi et de l'intervention immédiate. Alors, ne nous voilons pas la face, les caméras qui ont été mises en place, elles ont quand même déjà porté un certain nombre de fruits ici ou là. C'est peut-être insuffisant. Avec Claude Fachinger, je ne vois plus où il est. Bon, je ne sais plus où il est. Claude, il est allé se cacher là-bas au fond. Claude, qui est conseiller municipal dans l'équipe sortante. Avec Claude et Alexandra, il y a quelques semaines, nous avons visité, c'était au mois novembre, je crois, visité les commerçants de la partie basse du faubourg. Et quand nous sommes arrivés à l'angle de la rue du Faubourg et de l'impasse du Chardonnay, nous avons été pris à partie par deux commerçants qui nous ont dit que s'il n'y avait plus d'activité économique dans cette partie du Faubourg Montmélian, c'était à cause de ça. Bon, vous comprendrez qu'avec Claude Fachinger et avec Alexandra, on soit quelque peu pincé, regardé. Je lui ai d'ailleurs répondu que si ça avait fait baisser son activité, c'est qu'il y avait sans doute des questions à se poser sur ce qu'était la fréquentation de son activité. J'ai parlé du fait que les caméras avaient permis de résoudre un certain nombre d'enquêtes, notamment ici dans le secteur du Faubourg Montmélian. Néanmoins, nous pensons qu'il faut aller plus loin. Dans la moyenne des villes de France, il y a aujourd'hui une caméra pour 2000 habitants. À la mode Servolex, or vous avez tous des amis dans cette commune, la dernière fois que vous les avez vus, ils n'avaient pas mauvaise mine. Je pense que la prochaine fois que vous les verrez, ils n'auront pas mauvaise mine non plus. Pourtant, il y a 35 caméras qui participent à la sécurité de la commune, à la sécurisation de la commune. Et quand je discute avec Luc Berthoud m'explique, le maire, que la diminution des dégradations sur les biens publics d'une part, et d'autre part le nombre d'affaires que les caméras ont permis d'élucider, produit pour la commune une non-dépense ou une recette qui est pratiquement le double du montant de l'amortissement, de l'investissement qui a été fait. Je cite un autre exemple, qui est celui d'Orléans. Orléans a mis en place, à partir de 2002, une politique très active à travers la vidéosurveillance et un renforcement de la police municipale, je vais y venir. Orléans payait, chiffre figurant au compte administratif de la commune, 800 000 € de police d'assurance en 2002. Il paye en 2011 50 000 € de police d'assurance. Ces deux chiffres, qui sont dans le compte administratif, il y a un article de presse qui est paru dans un des grands hebdomadaires, et j'ai été vérifier auprès du maire la véracité des chiffres qui étaient donnés. J'ai donc eu confirmation des chiffres donnés par. On montre bien que même si on a investi, on a là aussi une preuve, une source de moindres dépenses. Ce qui coûte très cher, c'est le visionnage et le fait d'avoir des gens qui soient derrière. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du programme d'agglomération que nous avons proposé, qui vient s'emboîter dans le programme municipal, puisque je vous rappelle que le 23 mars, vous voterez sur un même bulletin de vote, à la fois pour les conseillers municipaux et pour ceux qui, parmi les conseillers municipaux, seront conseillers communautaires. Nous pensons, avec un certain nombre de collègues de l'agglomération, que nous pouvons mettre en commun les moyens et réduire ainsi les coûts pour chacune des communes. Je n'écarte pas non plus d'associer à ce centre de vidéosurveillance la ville d'Aix-les-Bains. Avec Josiane, nous en avons déjà parlé avec Dominique Dor, puisqu'Aix-les-Bains est confronté à des problèmes un peu similaires à ceux de Chambéry, et qu'Aix-les-Bains veut aussi mettre en place un réseau de vidéosurveillance. Mais ne nous voilons pas la face, la vidéosurveillance, si elle n'est accompagnée de rien d'autre, ne permet pas de régler réellement les problèmes.
Il faut donc à la fois que nous ayons une vraie synergie avec la police nationale, à travers une révision de la convention qui lie la ville et la police nationale, un soutien du procureur de la République, et que la ville elle-même mobilise ses propres moyens. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la police municipale doit évoluer dans son travail et doit évoluer dans ses effectifs. Ça veut aussi dire qu'elle doit, pour les personnes qui sont en place, être accompagnée par une politique de formation qui leur permet non pas de faire ce que fait la police nationale, qui a ses prérogatives propres, mais de remplir l'ensemble des missions qui peuvent être dévolues à la police municipale dans le cadre du Code des communes. Ce triptyque entre une prévention qui est reprise en main et qui coordonne les actions, un renforcement de la vidéosurveillance, un renforcement de la police municipale. Renforcer la police municipale, ça veut dire qu'il nous faudra faire des choix dans la gestion et dans les affectations de personnel. Ce sont 3 mesures qui ont fait leur preuve dans d'autres villes de France et que nous vous proposons de mettre en œuvre à Chambéry si nous sommes élus. Mais nous voulons aussi, parce que ces 3 mesures ne sont pas suffisantes, nous voulons aussi renforcer la responsabilité des familles dans l'accompagnement des enfants, toutes les fois que les familles peuvent être soit mises en cause, soit accompagnées. Nous voulons aussi que dans les parties d'aménagement urbain, la question de la sécurité soit prise en compte. Et lorsque l'on conçoit un aménagement, eh bien, selon la manière dont on le conçoit, les études et les architectes le savent aujourd'hui, on peut soit favoriser des îlots de délinquance, soit favoriser des îlots de tranquillité. Cette question de la prise en compte dès la conception est une question qui n'est pas anecdotique. Parce que là aussi, quand on prend les choses très en amont, on permet derrière de faire des économies. Donc, les 3 premiers points, la famille, la question des aménagements. Et puis, si nous avons un réseau de vidéosurveillance qui est intercommunal, ça veut dire aussi qu'il nous faut renforcer le travail au niveau de l'agglomération. Car aujourd'hui, vous le savez bien, ceux et celles qui ne sont pas que des jeunes, qui posent problème ici ou là, ils habitent dans une de nos communes, ils viennent dans une autre, ils passent une partie de la journée, puis ils vont passer la nuit dans une 3e, et suivant l'état dans lequel ils se trouvent, ils peuvent peut-être revenir dans la commune où ils habitent. Mais donc si nous ne travaillons pas ensemble au niveau de l'agglomération, nous ne pourrons pas résoudre un certain nombre de difficultés. Et puis, le fait d'être à l'écoute des habitants, d'avoir rencontré beaucoup de monde ces dernières semaines, ces derniers mois dans Chambéry, m'a fait prendre conscience aussi qu'il fallait peut-être qu'on ait une réflexion plus fine sur l'emplacement d'un certain nombre d'équipements. J'ai aujourd'hui, à l'heure qu'il est, la conviction que dans le Faubourg-Montmélian en particulier, l'addition côte à côte de 3 foyers, celui de la Maison des Jeunes, celui de la résidence Escoffier, celui de la Providence, avec à faible distance le foyer qui est également dans l'ancienne... comment ça s'appelait là où il travaille. L'ancienne maison de la promotion sociale, merci. Cette concentration dans un si petit périmètre accélère et amplifie les difficultés. Or, je le dis très sincèrement, je pense que personne, quand les 3 projets ont été conduits, n'avait anticipé le fait que cette concentration, avec des publics qui sont différents, amène à des confrontations entre ces publics qui participent à la surenchère des problèmes de délinquance pour ce qui concerne ce quartier-là. Voilà, mesdames et messieurs, sur les questions de sécurité, les grandes lignes de ce que je peux développer. Pierre va pouvoir compléter. On répondra à votre question de manière à ne pas laisser de choses qui seraient pour vous masquées, répondre à vos interrogations. Le dernier point sur lequel je voudrais vous apporter un élément, j'ai parlé tout à l'heure des problèmes d'aménagement. Je suis passé très vite sur la situation financière de la ville, chacun la connaît, vous connaissez le montant de vos impôts,
vous avez pris connaissance de l'état de l'endettement. Je viens en plus d'apprendre la semaine dernière que la ville de Chambéry était placée par la Direction Générale des Finances dans les villes qui sont placées sous ce qu'on appelle réseau d'alerte. Donc nous n'avons qu'une marge très limitée sur le plan des finances de la ville. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui nous n'avons pas les capacités financières de financer les grands projets mérifiques qui ont été présentés et qui ont divisé les Chambériens tout au long du mandat qui s'achève. Nous n'aurons pas les moyens de mettre en œuvre l'ensemble du projet de l'axe de la Lesse tel qu'il a été proposé. L'axe de la Lesse, 2 mots, puis je terminerai là-dessus pour que chacun comprenne ce que c'est. C'est un projet à plusieurs boîtes. La première boîte, c'est la réalisation d'une passerelle sur les voies ferrées pour permettre de créer un accès à la gare depuis le faubourg Reclus. Ce marché, il est attribué à l'entreprise Gross. On peut considérer aujourd'hui, même si ce n'est pas tout à fait le cas, que les travaux sont lancés. Il est lié à l'aménagement d'un nouveau bâtiment qui permet de stocker les vélos, de vendre les billets de car et peut-être de train si on arrive à renégocier avec la SNCF, à la place de l'actuel buffet de la gare. C'est pour ça que vous avez un certain nombre de déviations rue Sommeiller, le chantier est pour ainsi parti. Nous retravaillerons, notamment en lien avec la SNCF, la partie du bâtiment de l'intérieur du pôle multimodal, mais nous sommes pour la création de la passerelle et l'ouverture de la gare sur l'accès direct à l'échangeur de la Cassine. Car rendons-nous bien à l'évidence, mis à part si l'on habite dans le grand centre de Chambéry, ce qui est le cas d'une grande partie de la ville, où l'entrée normale de la gare, ça reste la rue Sommeiller. Aujourd'hui, quand vous habitez à Barbera, à La Ravoire, à Saint-Alban-l'Ès, à Bissy, à Chambéry-l'Eau, à Chambéry-le-Vieux, l'accès normal, c'est la VRU, la sortie de la Cassine. Donc ça, nous conduirons cette partie du projet à son terme. Ensuite, ce que le projet d'axe de la Lesse prévoyait, c'est à la fois le transfert des bus qui sont actuellement au boulevard de la Colonne sur la dalle où il y a le parking devant la poste, entre la poste et l'ancienne gendarmerie, pour ceux qui se souviennent où était la gendarmerie, qui est Charles Roissard. Ensuite, le projet prévoit de supprimer toute la dalle depuis le rond-point de la poste jusque devant l'ancien palais de la Foire. Donc toutes les places de parking qui sont là seraient supprimées. Et puis je continue. La circulation devant la Sasson, pour bien vous situer, serait mise à 2 fois une voie, c'est-à-dire une voie dans chaque sens. Ce qui veut dire qu'en même temps, le quai Charles-Roissard, le quai Fraisier, devant la librairie de Citre, serait interdit à la circulation, réservé aux bus pour accéder sur la dalle. La rue Sommeiller serait mise à une seule voie, ce qui explique que dans le plan de circulation qui a été prévu par l'actuelle municipalité, quand vous venez de l'avenue des Ducs, vous serez incité à prendre le faubourg Reclus, à contourner la gare par derrière et à aller ressortir par le fameux pont Cassine-Gambetta qui a été positionné à l'endroit où le faisceau SNCF est le plus large. Il y a 13 voies, 104 mètres de long, 25 millions d'euros. Et quand vous venez du nord, quand vous arrivez à hauteur du pont Gambetta, vous serez incité à prendre l'avenue Gambetta, à prendre l'avenue Jean Jaurès, le faubourg Maché, la place Saint-Pierre-de-Maché, la route de Lyon, la place CAF, la place Monge, la rue André-Jacques et la rue Costa-de-Bourgard. Voilà ce qu'est le projet d'aménagement. Donc nous considérons que nous n'avons pas l'argent. Chambéry Métropole a déjà décidé de différer le pont. Sans le pont, nous prétendons qu'il ne peut pas y avoir de circulation fluide dans Chambéry, parce qu'une circulation à 2 fois une voie devant la Sasson, vous voyez ce que ça représente. Donc nous pensons, nous, qu'il faut reprendre ce projet en le simplifiant. J'ai dit que nous garderons la gare. Je pense aussi, comme bon nombre de Chambériens, qu'il faut embellir la traversée de Chambéry. Et qu'il faut donc, un peu comme Dominique Dore l'a fait à Aix-les-Bains, dans un certain nombre d'avenues, vers la gare, avenue de Genève, etc., il faut embellir cette traversée de Chambéry, mais nous ne pouvons pas nous payer le luxe de l'ensemble du projet chez Beethoven. Voilà, je répondrai à toutes vos questions. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Pierre, tu veux rajouter quelque chose sur la sécurité ? Oui, je voudrais qu'on soit... Merci.
je voudrais que vous ayez une vision plus concrète de ce qu'on peut faire. À Orléans, il y a une très légère baisse de la délinquance, 72%. Imaginez à Chambéry, si on enlevait 3/4 de la délinquance, mesdames et mesdemoiselles, vous pourriez remettre vos bagues et vos colliers en or, ce que aujourd'hui je vous déconseille fortement de faire. Et j'ai rencontré le directeur de la sécurité publique à Annecy, le commissaire Fabre, qui était en poste à Chambéry. Et à Annecy, ils ont un système, non pas de vidéosurveillance, mais de vidéoprotection, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière. Et là, le taux d'élucidation de la délinquance a doublé. C'est-à-dire que les gens qui viennent mettre le bazar dans la ville, ils ont 2 fois plus de chances de se faire attraper. Et généralement, dans ce cas-là, ils vont dans des lieux où on considère que la sécurité, c'est une mauvaise chose, c'est-à-dire dans des secteurs style Grenoble ou autres. Donc, il est très important qu'on mette en place cette vidéoprotection, alors on pourrait la mettre où? Il semblerait que le commissaire de Chambéry ne soit pas opposé à ce que la vidéoprotection soit au commissariat de police, avec certes des employés municipaux, mais également à côté des gens de la police, qui permettrait, quand on décèle une infraction, immédiatement, le commissaire enverrait une équipe et vous auriez une intervention immédiate. Et si on fait ça, parce que vous le voyez bien, il y a les dealers, il y a les incivilités, c'est pas encore c'est un vrai problème, mais c'est pas ce qui nous gêne le plus. Mais alors, les dealers, les agressions, etc. Ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il se passe quasiment plus de semaines sans qu'on ait une agression, et parfois une agression mortelle, comme on a eu dans ce quartier. Donc la vidéoprotection, c'est quelque chose d'essentiel. Il faudrait effectivement donc mettre un nombre de caméras, comme le disait Michel, 1 pour 2000 habitants, et on devrait très rapidement remettre la sécurité dans la ville. Deuxième chose, Chambéry a une vocation, vous savez, nos amis de l'équipe actuelle, ils sont toujours prêts à donner, y compris notre sécurité, et ils ont fait en sorte que Chambéry soit un lieu d'accueil des SDF de Rhône-Alpes. Et dans les réseaux sociaux, tout le monde dit qu'à Chambéry, on est bien accueillis, tant et si bien que comme on est brave, nous accueillons maintenant les SDF européens. Et moi, quand je rentre chez moi sur la place des éléphants, il faut que je passe au-dessus d'une dizaine de SDF avinés, plus une vingtaine de chiens. Vous connaissez tous le problème. Alors, bien sûr qu'il faut aider les gens qui sont dans le besoin, les gens qui ont envie de s'en sortir, mais franchement, on n'a pas vocation à accueillir les SDF européens et les SDF de Rhône-Alpes. Troisième problème, plus concret, c'est le problème du bruit. La plupart, il y a toute une série de quartiers où les gens ne dorment plus la nuit. Les fêtards partent des boîtes de nuit, traversent dans différents endroits le centre-ville. Au passage, comme ils sont un peu avinés, ils cassent quelques déflecteurs. Bon, on a tous. Moi, je suis réveillé en moyenne 5 nuits sur 7. Bon. Mais j'ai demandé à des gens de différents quartiers, le problème est le même. Et c'est là où on a besoin d'avoir une police municipale active, c'est-à-dire opérationnelle. Et là, au lieu de... Regardez un peu comment ça se passe. Le matin, quand les délinquants dorment, parce qu'ils ont fait la fête toute la nuit, eh bien, on a la police municipale en monde à 7 h du matin. Tout le monde sait que ça sert à quelque chose. Bon. Par contre, à partir de 18 h, là où ça devient dangereux, cherchez-les, prenez une boussole. Si vous les trouvez, vous me les présentez. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on adapte les effectifs aux bons horaires et qu'on soit en collaboration avec la police nationale pour une efficacité. Et là, on devrait rapidement remettre cette ville dans le bon ordre et que vous retrouviez votre sécurité à laquelle vous avez droit. Bravo. Qui demande la parole? Il y a des micros. Madame. La première question est difficile à poser, alors je vais bien un micro, il y a un micro. le rôle d'une police municipale. Quelles sont exactement ses prérogatives? Alors, les prérogatives d'une police municipale, j'ai le texte, si vous voulez que je vous lise le texte. Si vous voulez, la police, ce qui distingue pour l'instant les deux, même si le ministre de l'Intérieur a annoncé une évolution des fonctions de la police municipale. Et aujourd'hui, la police nationale a un certain nombre de pouvoirs qui sont liés au fait que les policiers ont une habilitation
de justice. Les policiers municipaux ne disposent pas de l'habilitation pleine et entière. Ils peuvent concourir à. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dresser un procès, enfin s'ils constatent quelque chose, ils peuvent établir un rapport, mais ils ne peuvent pas dresser le procès verbal, sauf ce qui concerne la circulation et le stationnement. Donc il y a aujourd'hui cet écart de compétences. Mais ils peuvent, par coordination avec la police nationale, participer à la dissuasion et participer à l'action en étant davantage présents et équipés. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas de liaison entre nos deux polices. C'est-à-dire que le jour où il y a un problème, si deux policiers, un national et un municipal, sont à 50 mètres l'un de l'autre, ils ne communiqueront pas par leur talkie-walkie. Ils communiqueront chacun avec leur centre, qui ensuite, les deux centres, communiqueront entre eux. Vous voyez l'efficacité. Bon. Donc, nous avons besoin de renforcer les liens de manière à ce que la police municipale ne soit pas inféodée à la police nationale. Il est hors de question de ça, c'est clair pour moi, mais l'action de la police municipale doit venir compléter l'action de la police nationale. Une autre question, monsieur. Comment on fait pour se débarrasser de tous ces SDF qui viennent du monde entier? Concrètement, quels sont les moyens d'activation de la mairie? Écoutez, je pense que nous devons être généreux, mais sélectifs dans la générosité. J'étais encore hier au soir à Chambéry dans une pharmacie. Et croyez-moi, les pharmaciens, c'est entre autres d'excellents comme le monde médical en général, mais les pharmaciens en particulier, d'excellents observateurs de la vie sociale et de la misère humaine. Et la pharmacienne en cause m'expliquait qu'elle recevait des tas de gens qui, faute de connaissances ou par honte, n'osent pas rentrer dans des réseaux ou dans des systèmes où ils pourraient être accompagnés, alors que d'autres ont compris le système et bénéficient du système. Donc nous devons revoir cette politique d'assistance, qui a, comme Pierre l'a dit, c'est l'avis de tous ceux qui s'occupent de police ou de justice à Chambéry, un effet de peau de miel par rapport à un essaim d'abeilles. Une autre question? Monsieur. Un élément complémentaire de ces mesures de vidéosurveillance, le renforcement du rôle de la police municipale, etc., qui serait un arrêté municipal interdisant la mendicité sur la ville de Chambéry. On souhaite développer le tourisme, entre autres, et on donne souvent un triste spectacle aux touristes. Alors, on ne peut pas prendre un arrêté général contre la mendicité. Partout. Madame l'ancienne juriste. L'arrêté serait cassé immédiatement, donc ça c'est pas possible. On peut prendre que des mesures qui sont ciblées. Et donc je vois mal comment on pourrait prendre sur Chambéry un arrêté municipal qui interdirait la mendicité. S'il y avait dans un secteur donné, je veux dire, des problèmes particuliers, on peut avoir un arrêté temporaire et ciblé. Voilà. C'est un peu le même problème pour la consommation d'alcool sur la voie publique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans un secteur, il y a une utilisation abusive, on peut, sur le secteur donné, prendre un arrêté municipal qui est ciblé dans le temps. Mais on ne peut pas l'avoir en portée générale. Ça veut aussi dire, mais merci de me poser cette question, parce que il y a sans doute un effet d'accroissement des actes d'incivilité et de délinquance du fait de la consommation d'alcool. Et la multiplication des moyennes surfaces dans la ville, ouvertes jusqu'à très tard le soir, a contribué à faire dégénérer l'ambiance. Donc il y a aussi un travail qui est à refaire avec les chaînes sur l'adaptation de leurs heures d'ouverture. Vous allez me dire, s'ils sont ouverts jusqu'à 23h ou jusqu'à 24h, c'est qu'ils ont des clients. C'est qu'ils ont des clients. Mais il faut qu'on revoie cette pratique, puisque les riverains constatent, y compris ici dans le Faubourg Montmélian, vous avez ici juste en face, il y a une supérette qui est ouverte jusqu'à tard le soir, elle participe à.
Mais les services de police et de justice que j'ai vus corroborent ces données en disant le service rendu à la population à travers l'augmentation des moyennes surfaces, leur multiplication dans la ville et leurs horaires d'ouverture tardifs contribuent à l'alcoolisation d'un certain nombre de personnes. Ce qu'on pourrait dire, il faudra qu'on regarde de très près ce qui les attire. Une fois qu'on saura exactement ce qui les attire, ben on verra ce qu'il faudra arrêter pour plus les attirer. D'autres questions? Oui, madame.